Donc, comme vous l'a signalé Jean-Pierre, je vais parler de la diversification des systèmes de culture dans un contexte particulier qui est une recherche participative en réseau d'agriculteurs qui cherchent à diminuer l'usage des pesticides et le travail du sol simultanément. Donc, ce groupe d'agriculteurs est en fait un partenariat qui a pour objectif de booster la transition agroécologique des systèmes grandes cultures sans élevage. C'est un partenariat qui regroupe 12 agriculteurs, un organisme de développement en agriculture de conservation des sols, qui est Greenotech, et un centre de recherche agronomique, le CRA en l'occurrence. Et ce partenariat a été soutenu par 2 projets européens. Le premier, c'est Divers Impact, pour lequel ce groupe, ce partenariat était un des 25 cas d'études. Et le projet Transae qui cherche à accompagner la transition agroécologique auprès des agriculteurs. Alors les objectifs de ce partenariat, c'est de converger ensemble vers des systèmes de culture qui minimisent et le travail du sol et l'usage des pesticides, de concevoir des systèmes de pratique et des successions de cultures qui permettent cette convergence dans des contextes variés qui sont les contextes de chacun des agriculteurs. Les expérimenter ensuite en ferme à l'échelle de la parcelle et de la rotation, donc à l'échelle du temps de la rotation, et comprendre les interactions entre processus écologiques, biologiques et physico-chimiques qui interviennent dans les changements de pratique et les résultats observés, d'objectiver l'impact de ces changements sur ces processus et de comprendre les mécanismes socio-professionnels et de filières qui facilitent ou empêchent l'alignement des acteurs économiques sur les objectifs de transition. Donc ici, je veux à vous rendre compte de tous ces objectifs, mais simplement de déterminer, de vous exposer, de vous expliquer quels sont les leviers de la diversification des cultures qui permettent, qui ont été mobilisés dans le cadre de ce groupe pour atteindre ces objectifs. Donc, c'est un dispositif, pour ça on a mis un dispositif de recherche en place, un dispositif de recherche multi-acteurs, et ce dispositif comprend un dispositif d'interaction entre acteurs, ce sont des réunions, des ateliers, l'invitation d'experts, des tours de plaine, qui permettent aux acteurs d'interagir, et un dispositif d'expérimentation qu'on a appelé ESR, expérimentation système en réseau de parcelles agriculteurs. Donc je ne vous donne pas le détail de ces dispositifs. Alors, par contre, je vais essayer de vous faire un exposé des résultats obtenus par ce groupe et ce partenariat. Et d'abord, je vais commencer par l'état des lieux de la diversification des cultures chez les agriculteurs du groupe au départ. Et donc, il y a une première diversification, c'est les cultures de la rotation. Donc, il y a 3 types de diversification qui ont été retenues et décrites par le projet Divers Impact. Et donc, ici, je vais vous présenter les différentes cultures qui sont dans la colonne ici et leur présence chez les 12 agriculteurs du groupe. Il y a 5 agriculteurs ici dans la deuxième colonne qui sont en agriculture de conservation des sols et 7 en agriculture bio. Alors j'ai partagé les cultures en différentes catégories, les cultures majeures et les cultures mineures selon leur présence dans le groupe. Alors, les cultures qui sont présentes dans les fermes, elles sont en AC comme en AB, dépendantes d'une part des conditions climatiques, mais aussi et surtout de l'accès au marché rémunérateur
qui sont possibles. Et donc, on a ici une contrainte majeure, c'est que toutes les cultures ne sont pas possibles chez tout le monde. Et on va voir que les cultures possibles en AC conventionnel ou en agriculture bio sont fort différentes. Pour ce qui est des cultures mineures principalement. En AC, on trouve ici 6 à 7 cultures différentes dans la rotation et un certain équilibre qui est représenté ici par le rapport culture de printemps sur culture d'hiver. Les cultures de printemps étant en vert et les cultures d'hiver étant en brun. L'équilibre entre culture de printemps et d'hiver est relativement assuré dans ces systèmes en agriculture de conservation des sols. Et donc, il y a principalement 9 cultures majeures classiques du marché conventionnel qui sont présentes et quasiment pas de cultures mineures. Et alors, à remarquer aussi, c'est qu'en agriculture de conservation, il y a 3 agriculteurs qui pratiquent le blé sur blé, qui est donc une pratique éloignée de la diversification des systèmes de culture, puisqu'on cultive la même espèce 2 années successives. Et donc ça, c'est lié à un verrou sur la rentabilité des différentes cultures. Alors, en agriculture bio, on est avec 7 à 8 cultures parmi 10 cultures majeures qui sont présentes dans les rotations. À partir de 9 cultures dans la rotation, on commence à utiliser des cultures mineures de printemps principalement. Et donc, on a tendance à avoir un déséquilibre entre culture d'hiver et culture de printemps dans les systèmes avec un grand nombre de cultures. Et donc, parmi ces cultures mineures, on voit la chicorée, le sarrasin, le potimarron, le quinoa, lentilles, cameline, lentillons, moutarde, tournesol, carottes, oignons, basilic, persil, ces dernières étant présentes dans une seule ferme. Et donc, on a en plus, dans certaines fermes, une introduction limitée de prairies temporaires qui sont plutôt, comme ce sont des systèmes grandes cultures sans élevage, c'est plutôt utilisé comme des cultures de service qui alimentent la rotation plutôt que comme culture de rente. Et on ne les trouve qu'en bio. Parce que donc, ces prairies temporaires sont très utiles pour sécuriser le système de culture. Donc, deuxième diversification, ce sont les associations de cultures. Donc, ça veut dire la culture multi-espèces, comme par exemple le pois blé dont on a parlé tout à l'heure. Alors là, on voit que c'est une pratique quasiment exclusive des agriculteurs bio, que les associations, elles sont utilisées principalement chez eux parce qu'elles permettent la culture de légumineuses qui sont fort demandées en bio, à graines à faible tenue de tige et qu'elles limitent le développement des adventices, qui est un problème important à gérer en agriculture bio. La troisième diversification des cultures, c'est l'utilisation des plantes compagnes et des cultures de service comme les couverts végétaux. Et donc là, on voit, c'est plutôt les agriculteurs en agriculture de conservation qui sont un peu champions dans le domaine. Et par contre, en agriculture bio, c'est quand même assez bien utilisé. On parle des colzas associés, des couverts en relais, des couverts d'été, des couverts hivernants, des couverts permanents. Ce sont différentes manières d'utiliser les cultures de service dans la rotation. Voilà, c'est plus... Alors, deuxième type de résultat, c'est comment ces différentes diversifications sont mobilisées par les agriculteurs pour rencontrer les objectifs
qu'ils se sont fixés, à savoir réduire le travail du sol et l'usage des pesticides. Donc, je l'ai dit, les choix, et on l'a dit souvent, le choix des cultures est principalement guidé par le marché. Et donc, on a plutôt réfléchi et travaillé sur la combinaison des cultures présentes sur la ferme qui permettent d'atteindre l'objectif visé par le groupe. Et donc là, on voit qu'on a des marges de manœuvre. Ce n'est pas seulement les cultures présentes, le nombre de cultures présentes qui compte, mais la manière dont on les combine pour assurer la qualité du sol finalement et la diminution des pesticides. Donc là-dessus, on n'a pas beaucoup évolué dans le groupe sur la quantité de cultures, le nombre de cultures. Par contre, sur l'utilisation de l'introduction de plans de campagne et de cultures de service dans les rotations, c'est un levier qui était principalement mobilisé au travers de quelques exemples que je vais vous donner. Les couverts semés en relais dans une culture principale et qui servent de couvert au moment de la récolte et qui permettent en fait de reconstituer l'effet prairie, même dans le cas d'interculture courte. Donc l'effet prairie que j'ai évoqué avec l'introduction de prairies temporaires dans la rotation. Les couverts permanents, ça c'est une technique, une pratique fort en vogue dans le contexte de l'agriculture de conservation des sols, mais qui ne permettent pas nécessairement une réduction de l'usage des pesticides. Et on l'a exploré dans le groupe au niveau des systèmes bio, avec beaucoup de choses à maîtriser encore. Mais il y a des perspectives quand même qui se profilent. Alors, le strip-till vivant, ça permet de localiser et d'anticiper en période sèche le travail mécanique et biologique du sol, la fertilisation et le semis du couvert, tout en minimisant les levées d'adventices au semis. Donc, on anticipe une série d'opérations et on ne travaille le sol que sur la ligne de semis, la future ligne de semis. Et ça permet d'introduire des espèces de couvertures différentes et spécifiques à la culture qui va suivre. Le colza associé, ça c'est une pratique qui commence vraiment à prendre de l'ampleur en Wallonie. Et on a cherché dans le groupe à étendre le principe à d'autres cultures comme les céréales d'hiver, le maïs, la pomme de terre, la betterave. Les associations de cultures, est-ce que c'est l'apanage des agriculteurs bio comme on l'a vu? En partie parce que les bénéfices des associations sont plus décisifs dans les systèmes à bas intrants où les ressources sont limitées. L'initiative Pois-Blé de Wallagri montre un développement en agriculture conventionnelle, mais n'a pas encore percé auprès des agriculteurs en agriculture de conservation des sols. Les associations variétales, par contre, dont on a parlé aussi, montrent un intérêt important des ACIS dans la perspective de réduction de l'usage des fongicides. En conclusion, la diversification est un moyen de la transition agroécologique et de la transition vers des systèmes plus résilients, réduction de travail du sol et de moins de dépendance aux intrants, qu'ils soient mécaniques ou chimiques ou organiques de même. Donc ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen d'atteindre un objectif. L'intensification agroécologique ou la promotion des processus écologiques en agriculture passe par une phase de désintensification concomitante de l'usage des intrants. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer au niveau des agriculteurs parce qu'évidemment, il y a une phase de conversion du système où on va devoir diminuer la pression des intrants sans avoir encore le résultat
au niveau du volant d'autofertilité du sol, de la résilience du système, qui, lui, se construit au fil des successions de cultures et de pratiques mises en place. L'approche agroécologique est aussi nécessairement systémique. Donc, il y a une collection de pratiques vertueuses ne peut pas induire une différence significative. Il faut qu'elle soit intégrée dans un système et organisée vers un but dans un contexte sous contrainte. Donc, l'approche systémique, comme l'a dit Antoine, n'est pas encore suffisante pour réaliser que cette conversion, cette transition soit adoptée par le système et la société tout entière. Et donc, évidemment, toutes les filières sont intégrées dans cette transition, doivent être intégrées dans cette transition. Et il faut développer des filières stables de mise en marché et plus locales, avec des partenariats entre les maillons de la filière. Les approches de recherche participative et holistique qui intègrent les acteurs économiques, publics et citoyens devraient être en mesure d'adresser la complexité de la transition attendue. Et là, il y a encore beaucoup de compétences à acquérir de la part des institutions de recherche et d'accompagnement du développement de la transition agroécologique en région wallonne. Et donc, cette importance des filières locales, j'ai invité Pascal Durdu à en parler à la suite de mon exposé. Et donc, je ne sais pas, Pascal, si tu as la possibilité d'introduire ta présentation. Alors, avant que Pascal Durdu ne commence, il vous reste 5 minutes, donc je ne sais pas si vous savez jouer dans ce créneau-là. Je vais être le roi de la concision. Voilà, super, merci beaucoup. Donc, je vais aller assez rapidement. Farming for Climate, c'est une ASBL faite de 12 bénévoles qui viennent de l'industrie en général et qui travaillent avec l'industrie et le monde agricole pour essayer, on va dire, d'accélérer une transition, mais en parlant de volume. Donc, on a un rôle, on va dire, complètement indépendant. On n'est pas partie prenante ou partie prise dans aucune filière personnellement en tant qu'ASBL. Et le fait qu'on soit bénévole permet aussi de travailler, on va dire, sur des problématiques sans avoir de considération économique en amont. Et donc, le but, c'est vraiment de valoriser tous les services écosystémiques. On travaille en général dans une entreprise, on commence par le carbone, puis on leur explique en fait que ça va au-delà. On leur explique aussi ce que c'est que le monde agricole, parce que souvent il y a une vraie déconnexion. Et une des premières étapes que l'on met en place, c'est de trouver... Oui. Pascal, je me permets de t'arrêter parce qu'il n'y a pas de partage d'écran. Je ne sais pas si tu souhaites partager des dias avec nous ou pas. Oui, tout à fait. Il y avait des dias. Je vais les remettre. Désolé de t'interrompre. Mais... Non, pas de souci. Voilà. Et donc, en général, on entre, on va dire, dans une entreprise en parlant de carbone, parce que ça les connaît. Et puis, on leur parle aussi des services écosystémiques. Et aujourd'hui, une des premières étapes qu'on utilise avec Farming for Climate, c'est de trouver auprès des entreprises des financements pour aider et financer des agriculteurs en transition. Le but, c'est d'aller chercher des budgets qui sont utilisés principalement aujourd'hui pour financer la plantation d'arbres au bout de la planète. On leur explique qu'il y a des projets locaux qui peuvent les financer. Ce n'est pas un modèle durable dans le sens, c'est pas comme ça qu'on va financer toute la transition. Le but, c'est qu'à terme, le consommateur soit conscient des services écosystémiques et qu'il paye le prix juste dans les filières. Et c'est pour ça qu'on a un deuxième axe dans la SBL où on travaille sur les filières. Ici, je montre juste un exemple, c'est que voilà, on présente des fiches de ferme, on a une quarantaine de fiches, qui sont des fermes qui sont soit aussi déjà certaines supportées par le CRA, d'autres par le groupe ACS de la SCAM ou par des tiers, que l'on présente aux entreprises pour essayer de trouver des fermes qui puissent supporter, qui ont du sens par rapport à leurs besoins. Je montre rapidement une dia qui est assez intéressante, qui sort d'un projet Interreg sur le carbon farming, mais elle est valable pour les services écosystémiques, et j'en parle souvent en parlant de manière plus globale. Et donc, en haut à gauche, c'est le modèle qui pour moi est le plus durable, c'est vraiment le modèle où on intègre la chaîne agroalimentaire, parce que c'est là que l'on va payer le consommateur, mais derrière ça, il faut qu'il comprenne quel est
sont les bénéfices qu'il va avoir en payant plus cher. Et en gros, ce sont tous les bénéfices écosystémiques. Il y a le modèle en haut à droite. Typiquement, on va retrouver des externes à la supply chain qui vont être actifs. Et c'est là-dedans, pour l'instant, que Farming for Climate est actif. Donc, on va avoir des banques qui vont financer. Mais à terme, ce n'est pas ce que l'on souhaite. En bas à gauche, on a le modèle simplement où l'agriculteur en local peut valoriser ses services écosystémiques. Et puis, on a en bas à droite un modèle où finalement, on est basé sur des subsides. Aussi, sans doute, sur le très long terme, pas le meilleur modèle. Donc, ce qui se passe, et là, je vais un peu donner en témoignage très rapide les ressentis qu'on a par rapport justement aux filières. Première chose, c'est que de plus en plus de filières vont devoir aller utiliser des produits biosourcés, donc vont remplacer des produits pétroliers par rapport à des produits biosourcés. Et là, je prends comme exemple le FMCG, qui sont tous retrouvés dans la santé, les biens de consommation rapide. Et aujourd'hui, ils utilisent de l'huile de palme à 10%, mais ça va devoir évoluer aussi vers des productions locales. Et donc, on accompagne et on explique à ces entreprises-là qui vont devoir se rapprocher du monde agricole. Parce que si on prend, par exemple, le graphique en haut à droite, on voit qu'on a dit que l'empreinte carbone ou environnementale des produits biosourcés se trouve au niveau agricole, tandis qu'aujourd'hui, ces secteurs sont plutôt habitués à avoir leur empreinte on va dire en aval, parce qu'ils utilisent des bouteilles en plastique ou ils ont des produits sourcés à base de pétrole qui peuvent polluer. Donc, il y a un gain en aval, mais par contre, ils doivent se soucier de l'amont. On leur explique que c'est très bien, par exemple, de remplacer des produits pétroliers par des produits biosourcés, mais il faut que ces produits biosourcés soient faits de manière durable aussi. Et donc, un feedback rapide sur les filières. Au niveau de la grande distribution, on se retrouve avec des gens aujourd'hui de bonne volonté qui ont envie de changer. La masse critique n'est pas encore passée, mais de plus en plus de gens sont conscients du monde agricole au sein de la grande distribution. Par contre, aujourd'hui, ils sont perdus par la multiplicité des référentiels et des labels, et ils sont prêts à faire un pas, mais ils ne savent pas trop faire dans quelle direction. Et c'est là où Farming for Climate joue un rôle d'explication et d'éducation par rapport à ces entreprises-là. Au niveau de la seconde transformation des industriels, et là je prends l'exemple de Nestlé ou d'autres, aujourd'hui ils sont en train de développer leur propre référentiel. Et là, la problématique est plutôt au niveau de l'agriculteur qui se voit confronté à plusieurs référentiels. L'idéal, ce serait un référentiel, et c'est pour ça qu'au niveau de l'ASBL, d'une certaine manière, on milite avec le CRA sur des sites, qui est un outil écosystémique qui est très intéressant à terme pour la valorisation des services écosystémiques auprès des entreprises. Et puis, il y a la première transformation avec laquelle il faut aussi travailler justement pour valoriser les produits locaux et valoriser des variétés et tout ce qui était dit auparavant sur les nouvelles variétés ou espèces est vraiment primordial par rapport à une certaine durabilité, une empreinte environnementale. Et donc, voilà, je ne vais pas aller être beaucoup plus long que ça. Donc, en gros, on part toujours du carbone. On essaye d'expliquer comment on peut évoluer vers des services écosystémiques. On est sur du volontaire, mais on passe aussi beaucoup de temps à expliquer à ces différents acteurs comment communiquer sur le sujet, qu'est-ce qu'il faut communiquer, parce qu'on est vraiment dans des acteurs sur une friche, entre guillemets, où ils découvrent beaucoup de choses, ils doivent assimiler beaucoup de choses sur lesquelles ils ne sont pas habitués à faire. Et c'est dans ce rôle-là, complètement indépendant, un peu un rôle de réseautage aussi, que Farming for Climate s'active, donc avec les 12 bénévoles. Et l'autre point intéressant, c'est qu'on est actif sur toute la Belgique, aussi bien en France qu'en Wallonie.